Bienvenue sur la web radio de l'Archipop MJC DAPT. Voici une interview de l'association des Jidai par Lionel. Bonjour à tous, bienvenue sur la web radio de la MJC DAPT l'Archipop. Je suis Lionel, votre animateur, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui des membres de l'association Jidai, association qui est à l'origine de la première convention manga, Air de Manga, sur App. Merci à vous trois d'être présents parmi nous aujourd'hui. Bonjour Colline, bonjour Benjamin et bonjour Lucas. Je vais passer le micro à Lucas, le président de l'association, qui va nous faire un petit historique de la création des Jidai. Bonjour à tous, je me représente, c'est Lucas, je suis président de l'association Jidai depuis sa création en décembre 2017, ça fait déjà presque 4 ans. Nous, à la base, le nom Jidai n'est pas venu directement. À la base, on devait s'appeler salade de fruits, mais en japonais. Alors, pour l'anecdote, on dit Furitsu Salada, c'est très moche. Donc sur le coup, on s'est dit, notre convention s'appelle Air de Manga, il aire l'époque, et ça a donné Jidai, donc ça a fait un jeu de mots en passant, et donc c'était plutôt cool. Donc on a gardé ça. Ensuite, La convention Air de Manga, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement? Comment vous en êtes arrivé à avoir envie de faire une convention avec l'ampleur que ça a pris dès la première époque? Donc la Air de Manga, à la base, donc on va peut-être revenir d'abord sur la création de l'asso, parce que pas moi l'instigateur du projet, à la base c'est Dorian, quand une amie travaillait à la MJC, elle a rencontré Cécile, et elle a parlé de nous à Cécile, et du coup, de fil en aiguille, on a créé l'association avec Dorian, Cécile, moi-même et Fiona. Et Lucas, tu nous parles de Cécile, c'est Cécile Ziegler de la Caravane des Possibles. Oui, c'est Cécile de la Caravane des Possibles, et donc Dorian, c'est son fils que j'ai rencontré suite à cette décision qu'on a prise tous ensemble. Donc on va revenir sur la Air de Manga maintenant. Alors la Air de Manga, quand on l'a créée, on s'est dit on va faire une convention, mais d'abord on doit présenter notre projet à la mairie. Donc s'ensuit une course folle avec l'administration française. Donc on a fait notre rendez-vous mairie, on a fait notre demande de subvention pour pouvoir créer l'événement, parce que évidemment il faut sortir de l'argent, parce que évidemment rien n'est gratuit. Donc la mairie d'Apt nous a offert la location du gymnase d'Apt, qui est le gymnase Michael Guigou. Et de là on a dû organiser l'emplacement des stands, l'emplacement des animations, l'emplacement des stands extérieurs, des animations extérieures, des food trucks aussi, c'était très compliqué. Il a fallu voir avec le service technique de la mairie par rapport à la scène. Il a fallu avoir une agence de sécurité pour l'entrée. Il a fallu demander des barrières ERAS, donc les grandes barrières avec des plots en béton pour éviter que les gens rentrent clandestinement dans cette convention. C'est déjà arrivé l'année dernière. Lucas, c'est la création de ce premier Air de Manga. Ça a l'air de vous avoir demandé énormément de travail à toute l'équipe, beaucoup de temps je présume. Mais pourquoi toute cette énergie? Qu'est-ce que vous vouliez montrer, transmettre au public au travers de Air de Manga? Donc oui, ça a été très long au niveau du temps, ça nous a pris du temps, ça nous a pris de l'énergie, voilà c'est ça. D'où c'est venu la création de la Air de Manga? Pourquoi? Alors déjà, Dorian était fan de manga et je le suis également. On est sûrement les deux accros du manga dans les membres du bureau. Et on voulait faire une convention manga parce qu'on s'est dit, il n'y en a pas à Apt. Et on veut faire découvrir aux autres ce qui est notre passion, c'est-à-dire le manga, l'animé, le jeu vidéo. Donc faire découvrir notre passion au travers de la convention. Donc en fait, notre convention, comme certains le savent, elle veut faire découvrir la tradition japonaise aussi bien que la pop culture. Mais pour ça, on a eu besoin de bénévoles. Donc sur le coup, on a fait un recrutement de bénévoles. On a demandé à nos amis de mettre l'affiche un peu partout. Et on a fait un appel à bénévoles sur Facebook et dans le lycée aussi, ainsi que tous les endroits où il y a quelques jeunes qui voulaient se joindre à notre grande aventure. Merci Lucas de parler justement des bénévoles, et a priori il y a des bruits qui courent qu'on aurait la best des bénévoles avec nous aujourd'hui. Donc j'en profite, je vais passer la parole à Colline qui était là dès la première édition de Air de Manga, je crois. Oui, bonjour. Moi, je suis bénévole depuis 2 ans dans l'association Jidai. Alors, je suis un petit peu multitâche, on va dire. J'ai surtout participé à la convention Air de Manga, donc à son installation. J'ai aussi tenu des stands, comme les stands d'origami. J'ai aussi aidé à faire de la pub, comme distribution de flyers, parler aux gens autour de moi. Colline, comment t'es arrivé à intégrer l'équipe des Jidai et à participer à l'organisation
de l'événement Air de Manga, la convention, la première qui a eu lieu il y a 2 ans, c'est ça? Oui, bah alors déjà pour moi, les mangas et le Japon, toute cette culture, c'est déjà une passion à la base depuis quelques années. Moi, je voulais déjà depuis longtemps voir les coulisses en fait d'une convention, parce que j'ai participé dans pas mal de grandes conventions comme la Japan Expo. Mais je voulais voir ce que ça faisait aussi de s'en occuper. Et du coup, comme par hasard, à Apt, la première année où justement je me renseignais un peu là-dessus, j'ai un ami qui est venu me voir et qui m'a dit mais viens, il y a une convention, on peut être bénévole et tout. Donc j'y suis allée, j'ai juste adoré et franchement je pense qu'être bénévole là-dedans c'est même mieux que d'être public de la convention parce qu'il y a une ambiance qui est vraiment super. Merci Colline pour ton intervention, tu es la best, d'accord, et tu le resteras. Je repasse la parole au président Lucas pour qu'il nous parle un peu de après cette première édition. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Jidai? Alors après la Air de Manga donc de la première année en 2018, on a fait une réunion bilan pour savoir nos dépenses, nos bénéfices, si on pouvait oui ou non refaire une édition l'année d'après. Donc ça a été un peu compliqué la première année parce qu'on a eu un gros déficit. Je dirais pas la somme, qui nous a été renfloué par la Fondation des Trois Cyprès, qu'on remercie énormément pour ça. Ensuite, en décembre, on a fait une bodega, celle de la Fête des Lumières. On fait beaucoup de bodegas pour renflouer les caisses et avoir de l'argent pour pouvoir organiser la prochaine Air de Manga, que l'on a fait en 2019, en septembre également. Donc entre-temps, on a fait plusieurs bodegas, donc celle du 14 juillet aussi, je crois. Donc d'après ce que je comprends, au travers du bilan, des bodegas, de tout ce que vous avez fait pour avoir la possibilité de faire une nouvelle édition, ça a pu se faire. Et en septembre 2019, vous avez fait la 2e édition de la convention Air de Manga. Et du coup, est-ce que vous avez changé des choses par rapport à la première édition? Par rapport à votre expérience, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées? Alors oui, on a modifié quelques petites choses. Par exemple, on a modifié le service de sécurité. On a modifié dans le service de sécurité, on a mis un sauveteur secouriste à l'intérieur parce que c'est obligatoire. Donc voilà. La première année, on avait des compteurs pour compter les personnes qui rentraient à l'intérieur. La deuxième année, on l'a laissé tomber parce que c'était beaucoup trop une perte de temps. Il n'y a jamais 700 personnes dans le gymnase, donc enfin voilà. Ensuite, on a changé aussi l'organigramme des bénévoles et des membres du bureau. Donc la première année, on était plutôt volatile, on pouvait aller un peu partout, on s'est rendu compte de quelques problèmes. Du coup, la deuxième année, c'était des postes fixes pendant une heure, voire 2, et après on changeait de poste. Mais on allait toujours sur un stand, on était moins volatile. Et ça marchait mieux. Donc du coup il y a eu quelques modifications par rapport à la première année. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cette 2e édition? Alors sur la 2e édition, on a eu beaucoup plus de stands de vente, beaucoup plus de stands d'animation également, une meilleure organisation pour tout placer, parce que la première année, on pouvait le dire, ça faisait un peu vide. Il y avait trop d'espace non utilisé, même si on a tout mis sur la déco des plantes vertes, etc. D'ailleurs merci à Happy qui nous prête ses plantes pour l'occasion, voilà. Ensuite, on a eu aussi l'arrivée de nouveaux bénévoles qui nous ont grandement aidés, surtout à tenir les stands avec des caisses, parce qu'on n'en avait pas assez à ce niveau-là. On a un bénévole qui est rentré, donc Benjamin, qui est rentré à la suite du premier événement de Air de Manga. Oui, Lucas, en effet, on a Benjamin qui est là avec nous et on sait tous pour ce genre de convention ou d'événement l'importance qu'ont les bénévoles qui viennent nous conforter dans notre fonctionnement et on sait que ça soulage énormément les équipes. Donc j'ai passé la parole à Benjamin qui va un peu nous parler de son intégration au sein des Jidai et comment il a vécu cette participation à Air de Manga. Oui, bonjour. Moi, donc, je suis devenu bénévole à partir de la 2e convention. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais qu'en visiteur à la première. Donc, simplement pour un petit peu découvrir ce que mes amis avaient fait. Je connaissais déjà pas mal les membres des associations, dont certains qui sont de vieilles amies, notamment. Et du coup, c'est également aussi ma première expérience en tant que bénévole dans un événement de ce type. J'ai avoué que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Donc Benjamin, tu connaissais déjà, donc, en tant que visiteur, tu as vu comment ça se passait la première fois et tu connaissais les membres de l'association et tu t'es dit pourquoi pas finalement intégrer l'association en tant que bénévole et participer à l'organisation du 2e événement. Et pendant ce 2e événement, c'était quoi ton rôle? Est-ce que tu as eu plusieurs tâches? Est-ce que tu as fait plusieurs choses? Et est-ce que c'était compliqué? Du coup, pendant la 2e édition, en fait, j'ai notamment tenu un stand de blind test sur lequel, si on réussissait à trouver plus d'un certain nombre de réponses, les participants gagnaient des lots également. J'avais également une
j'ai apporté une petite contribution au niveau technique, notamment sur certains autres stands, je crois notamment sur celui de Just Dance où il y avait eu des petits problèmes au démarrage. Et j'étais là notamment pour apporter un petit peu mon expertise parce que l'informatique et tout ce qui est un peu audiovisuel, c'est un petit peu mon métier également. Donc, j'ai pu un peu leur donner un coup de main. Et c'était vraiment une très bonne expérience dans l'ensemble. Les débuts étaient un petit peu complexes, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais oui, mais sinon la deuxième journée s'est très très bien passée, une superbe équipe, on a bien rigolé ensemble, on a bien travaillé ensemble surtout, et ça c'est vraiment une très belle expérience, très franchement. Et ça sera à refaire. Merci Benjamin pour avoir partagé ton expérience. Je repasse la parole à Lucas qui va nous faire une conclusion sur cette deuxième édition de R2 Manga en 2019 et nous parler de l'avenir des Jidai là, pour les mois et les années qui viennent. Donc la R2 Manga de la deuxième année, donc le deuxième épisode, s'est très bien passé parce qu'on a eu un bénéfice. Donc on a fait une meilleure année que la première. Il faut dire aussi qu'une semaine avant la R2 Manga, nous avons fait le salon des associations, où nous avons tenu la buvette, donc je vous explique pas la galère, une semaine avant le grand événement, voilà. Nous avons fait un sacré bénéfice d'ailleurs sur ce salon des associations, et ça nous a servi parce qu'un mois et demi après la R2 Manga, nous avons enchaîné sur le premier Halloween de l'association, donc le R2 Horror Show numéro 1. Ensuite, l'avenir. Donc comme vous le savez, en ce début d'année, nous avons eu le Covid-19 et nous avions des événements prévus pendant cette période. Donc si je comprends bien, pour faire une partie du financement et pour vous faire connaître, vous essayez de participer au plus d'événements possibles afin de pouvoir enchaîner sur les années suivantes les différentes éditions d'Horror d'Halloween et de R2 Manga. Et là, a priori, cette année, c'est un peu plus compliqué par rapport au Covid, c'est ça ? Alors oui, on essaie de participer au plus d'événements possibles pour nous faire connaître et pour nous faire des fonds pour l'année suivante. Mais on essaie aussi d'organiser des événements, comme par exemple en avril, on devait faire la fête de la verdure, qui est une fête qui se fête au Japon. C'était la fête préférée d'un des empereurs du Japon. Donc en japonais, ça se donne Midori no Hi, qui veut dire la fête du vert. Et c'est un jour pour la planète, en fait. C'est un jour où on fait le tri, où on fait tout ça, quoi. Où il y a beaucoup de verdure, etc. Donc ça c'est un événement qu'on voulait faire découvrir donc à la MJC pour les grands et les petits et apprendre aussi que la planète c'est important. Ensuite sinon oui, les événements qu'on fait c'est plus pour essayer d'organiser la prochaine R2 Manga. D'ailleurs celle de cette année on a eu un petit problème puisque le Covid. Voilà, donc on a tous décidé à l'unanimité qu'on annulait cette année et qu'on ferait mieux l'année prochaine. Donc du coup cette année par rapport au Covid et aux problématiques que ça peut poser, il n'y aura pas de R2 Manga et on vous retrouve en 2021. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est de R2 Horror Show ? Alors, sauf contre-indication, pour l'instant, Halloween est maintenu. Moi, je peux pas m'avancer plus parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment. On ne sait pas vraiment s'il y aura une deuxième vague, s'il y aura encore un confinement. Enfin, on ne sait pas. Merci Lucas. Et en effet, c'est l'année 2020 un peu compliquée avec cette histoire de Covid où toutes les associations culturelles ou qui font des événements sont un peu toujours en attente de savoir si leur programmation va pouvoir se faire ou pas. Et donc du coup, pour finir sur une note un peu plus gaie, est-ce que vous pourriez chacun nous raconter une anecdote que vous avez vécue pendant vos participations aux conventions ? Alors c'était pendant la première journée donc, de R2 Manga. Donc on m'avait attribué au stand de Blindest comme je l'avais dit tout à l'heure, mais il était mal positionné au début. C'est-à-dire il était dans un coin où les gens ne venaient pas me voir, ou alors il passait devant, mais vous voyez, je valais pas plus qu'une table, quoi. Donc c'était pas très très le bonheur pendant toute la matinée. Dans l'après-midi ça allait un peu mieux, et puis le lendemain ils m'ont fait changer de place. Et là ça allait vachement mieux. Donc, en plus ça j'avais mis un peu la musique un peu forte pour faire venir les gens, et ça avait plutôt bien marché d'ailleurs. Donc, en fait, pour ta première expérience, la première matinée, tu t'es senti, un peu seul, quoi. Bon, je passe la parole à la best of the best, Colline. Alors, moi, je tenais l'année dernière un stand d'origami. Et donc, j'avais un sorte de petit carnet avec plein d'exemples d'origami à partager. Et du coup, une fois, une petite fille est arrivée à mon stand. Elle m'a demandé si je savais faire les papillons. Et alors, moi, je ne savais pas faire les papillons, mais je lui ai dit non, désolée. Je cherchais sur Internet. Et elle me dit, mais attends, moi je vais t'apprendre à faire des papillons. Donc du coup, en fait, c'était les enfants qui m'ont appris à faire des origamis. Et pas moi. Enfin alors, bon, pour me dédouaner quand même, j'ai appris à faire des shurikens qui peuvent bouger et tout. Donc bon, c'est déjà ça. Mais maintenant, je sais faire les papillons grâce à une petite fille de la convention. Voilà. Et je
passe la parole à Lucas pour la dernière anecdote, la plus croustillante, peut-être. Donc moi, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est par rapport au tapis de recouvrement de sol du gymnase. Des tapis, donc 32 tapis de 80 kg chacun, voilà, dont 16 sur un porteur de rouleau, donc c'est beaucoup plus facile. Et les 16 autres à porter, à mettre sur un transpal. Un transpalette manuel, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc il faut bien les coller au mur, il faut les dérouler, ça fait la moitié de la salle. Un tapis, ça fait une bande. Et je sais pas combien de mètres ça fait, genre 2 mètres peut-être maximum de largeur. On s'est bien débrouillé quand même, on a mis 1h30 pour tout poser, on s'est bien débrouillé. Le truc c'est qu'il fallait recouvrir les tapis qui dépassaient avec du scotch noir, pour pas que les gens se prennent dans les pieds dedans. Et faire rouler le transpalette sur ces tapis était une galère sans nom, puisque ça faisait des plis et tout, donc c'était vraiment la galère. Pour poser la borne réfrigérante de la pâtisserie Bègue aussi, ça a été une grande aventure. Pour les désinstaller, c'est encore pire, parce qu'il y a la journée derrière, la journée du dimanche, donc le deuxième jour. Les ranger, c'est très fatigant, surtout les rouler droits, alors ça c'est une grande aventure aussi. Les tubes en PVC sont... Ah oui, il faut balayer aussi, il faut les balayer d'abord, il faut les rouler après. Et il faut mettre les tubes PVC au milieu, sachant que certains tubes PVC sont complètement destroy. Voilà. Donc sinon, oui, bon, c'est la grande galère. On fait ça tous les ans. D'ailleurs, s'il y a des bénévoles qui veulent se joindre à nous, on est toujours pour. Voilà pour moi. Merci Lucas. Pour finir cette très intéressante interview, parlons de votre passion pour la culture manga, la culture japonaise, des jeux vidéo. Donc donnez-nous envie de vous retrouver pour les prochaines éditions de l'art de manga et puis tout ce que vous mettez en place, parce que vous êtes vraiment une association de jeunes qui envoie du bois et qui chapeau. Voilà. Alors moi, j'ai découvert un peu les mangas tard. C'est un peu un regret, mais bon, c'est pas grave. J'ai découvert ça en 4e par une amie. Alors déjà avant, j'ai vu par ma sœur des mangas. J'avais lu mon premier manga, c'était Dr Slump, donc c'est par le créateur de Dragon Ball. Après, j'avais bien aimé, mais je m'étais pas plus intéressée que ça. Et une amie m'a fait découvrir Fairy Tail, et donc là, là c'est parti. Je suis partie dans l'univers du manga et c'est une suggestion. Non, parce que Fairy Tail, ça a été bon, c'est pas mon premier manga, moi personnellement. Mon premier manga, sans que je le sache, c'était Yu-Gi-Oh! À l'ancienne, dans les années 2000. En fait, c'est certains dessins animés de l'enfance. On croit que ce ne sont pas des mangas ou ce sont juste des dessins animés. Par exemple, Olive et Tom, Pokémon, Dorémy Magique, Princesse Sarah, tout ça c'est de l'animation japonaise en fait. Hamtaro. Moi je regardais Pokémon, mais en fait j'ai jamais su que c'était un manga, donc pour moi je ne connaissais pas les mangas vraiment. Et voilà, du coup je me suis lancée là-dedans et voilà. Du coup, moi j'ai été baigné par tous ces dessins animés dont tu as parlé, sans savoir que c'était des mangas. Mais est-ce que le fait de s'apercevoir que c'était des mangas, c'est par le début des publications des livres mangas? C'est au travers de ça que vous avez découvert l'univers manga, réellement? Alors moi j'ai découvert les mangas, non pas par papier, mais par épisode audiovisuel, donc épisode série TV quoi. Donc c'est vrai que le fait que je sache après que c'était des mangas, parce qu'avant je les regardais en français quand j'étais jeune, des rétros. Maintenant je les regarde en VO sous-titré français. On commence tous par le VF, mais en fait après quand on commence le VO on s'arrête. Je confirme, on ne s'arrête plus, c'est beaucoup mieux en VO. Surtout certains mangas. Par exemple Fairy Tail. Naruto. Et plein d'autres encore. Colline, si j'ai bien compris, au travers de ta passion pour les mangas, les jeux vidéo aussi, peut-être, tu as créé quelque chose? Tu veux peut-être nous en parler un petit peu? Alors oui, en fait j'ai créé une chaîne YouTube récemment. J'avais déjà le projet depuis longtemps, mais ça y est, je me suis lancée un peu grâce au confinement, vu que le temps y était. Où en fait je prends des mangas ou des animés et en fait j'en fais un résumé et je donne un avis pour faire comme un dictionnaire avec un certain code couleur sur les miniatures et tout ça, pour que les gens s'y retrouvent. Si vous voulez regarder un truc romantique, vous prenez telle couleur de vignette, un truc horreur, telle couleur, enfin voilà. C'était pour organiser le truc et que pour les passionnés, dès qu'on trouve pas, il en existe tellement des mangas, des animés, il y en a un nombre infini que du coup je voudrais aider à trouver des trucs cachés autres que Naruto, Fairy Tail, One Piece, mais les grands basiques et aller un peu plus dans les mangas cachés. Ok, merci Lynn. Dans la description que vous verrez en dessous, vous trouverez tous les liens qui correspondent au site des Jidai, à la chaîne de YouTube de Colline, voilà, et plein d'autres choses qui peuvent vous amener à découvrir la culture manga et la culture japonaise en général. Et je repasse le micro à Lucas, qui va aussi nous parler de sa passion et de ce qu'il met en œuvre au travers de cette passion. Ouais. Alors moi aussi j'ai découvert le manga assez tard,
vers mes 14 ans. Moi j'en ai quand même 27, hein, donc ça fait 13 ans de ma vie en manga. Et je ne regrette absolument pas. J'ai aussi appris à dessiner du manga en reproduction, sans calque. Parce que avec le calque, ça fait des traits pas très précis. Du coup, je fais tout à l'œil. Et j'ai récemment commencé les dessins manga en couleur, donc je m'améliore dans ma pratique. Voilà. Il faut savoir aussi que mon tout premier manga, en vrai, c'était pas Yu-Gi-Oh! C'était Elfenlied. C'est un manga extrêmement gore. Voilà. Je vous le conseille notamment parce qu'il est vraiment exceptionnel. Hein. Par contre, ceux qui n'aiment pas la musique lyrique latine, n'écoutez pas l'opening. Je crois vraiment qu'on peut dire que les fans de manga, enfin l'univers du manga et des animés, ça permet vraiment d'être créatif parce que ça a mené à beaucoup de gens à commencer à chanter les openings, à danser, à apprendre le japonais, à dessiner et c'est vraiment super, je trouve, parce que ça ouvre un univers où tout le monde partage quelque chose et c'est vraiment pas des gens qui sont enfermés dans ce qu'ils aiment de leur côté, on partage vraiment tout avec tout le monde et ça c'est génial. Je voudrais aussi parler de gens que j'admire énormément, ce sont les cosplayers. Les cosplayers qui sont une grande partie de la culture japonaise en France, surtout dans les conventions. Donc cosplayer c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Cos c'est pour costume et play c'est pour jouer. Parce que non, on ne se déguise pas, on joue un rôle. On joue le personnage, on se met dans la peau du personnage. C'est devenu un métier d'ailleurs pour certains. Par rapport aux cosplayers, est-ce qu'il y a beaucoup de cosplayers qui font leur propre costume? Énormément de cosplayers qui font leur cosplay eux-mêmes. J'ai d'ailleurs une amie qui en fait, Natacha Prazuk. Donc ce serait dommage d'acheter tout sur internet parce que les prix et la qualité. Merci à tous les trois d'avoir bien voulu venir aujourd'hui pour partager votre passion sur la culture japonaise, sur la culture manga, et puis nous parler aussi des Jidai et de tout ce que vous faites comme événement, les R2 manga, les R2 Horror Show, et on espère que le Covid disparaîtra et qu'on vous retrouvera le plus vite possible sur ces futurs événements. Voilà, merci à vous et à bientôt.